sorte des critiques à gauche et à droite. J'ai vu, en recensant le nombre de critiques que j'ai vues, il y en a quelques-unes qui reviennent un peu partout. La première, c'est la question de l'opportunité. On dit que, est-ce que Kabila devait prendre la parole? Est-ce que c'était opportun que Kabila prenne la parole? Mais non. La deuxième, c'est la question des effets des prises de parole de Kabila. C'est un homme taiseux, c'est un homme mystère. À chaque fois qu'il prend la parole, il y en a qui estiment qu'il brise un peu son mystère. Et surtout, j'ai même vu, je crois que c'est Liliane K qui a écrit sur le chat ici, Liliane, je te salue, il a dit trop de déclarations, pas d'action. Voilà. Il y en a qui disent que c'est une déclaration de plus, mais qui sur terrain n'aura aucun effet. Et une autre critique majeure que j'ai lue sur les réseaux après la sortie de Kabila, il y a des gens qui se posent la question, qu'est-ce qu'une nouvelle déclaration de Kabila nous apporte? Dès lors qu'on sait qu'il y a pratiquement une année ici, Kabila était sorti de son silence. Kabila avait fait son discours dans lequel il a peint le tableau de la situation dans le pays. Rappelez-vous, je parle de ce discours où il a mis en place 12 points. Il a fait le scan de la situation dans le pays et il a parlé de 12 points. Et parmi les critiques, il y en a qui estiment qu'il devait d'abord commencer par faire le point de ces 12 points. Sur les 12 points qu'il nous a proposés il y a une année à peu près, ou aux alentours d'une année, un peu plus d'une année, combien de points a-t-il déjà réalisé? Parce qu'il avait fait l'autopsie de la situation, il avait proposé des points qu'il avait réduits en 12 points, mais nous ne voyons pas les réalités, qu'est-ce qu'il en a fait de ces 12 points, au lieu de sortir encore aujourd'hui pour raconter un certain nombre de choses. Donc il y a des critiques à gauche et à droite. Je trouve ça normal. Je trouve ça normal, pourquoi? Parce que c'est comme je l'ai dit, vous savez que la parole de Kabila est une parole exceptionnelle et une parole très rare. Kabila lui-même, quand il était président de la République, il avait dit un jour qu'il faut prendre la parole lorsque l'on est sûr que la parole est plus importante que le silence. Lorsque ce que vous avez à dire est plus d'or et plus valeureux que le silence. Donc c'est quelqu'un qui parle pratiquement pas. Quand il parle, c'est normal. Deuxième chose, dans un contexte où nous nous battons pour la démocratie est tout sauf le règne de la pensée unique. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je me tue ici en vous expliquant, quand les gens m'appellent, tel a dit, tel a dit, mais je ne peux pas lutter contre mes propres combats. Je trouve normal qu'il y ait des gens qui me critiquent. Je trouve normal qu'il y ait des gens qui ne voient pas les choses comme moi. C'est ça la beauté de la démocratie. Je suis à l'extérieur pour des questions liées à la restriction des libertés d'opinion, à la restriction des libertés d'expression. Nous ne pouvons pas lutter contre nos propres combats. Et c'est d'ailleurs l'argument que je pose tout le temps à mes amis, notamment ceux de l'FCM 23, notamment ceux du FCC, et même ceux du pouvoir. Ne faisons pas ce que nous reprochons aux autres. Donc, je trouve normal que nous qui prêchons la démocratie, qui croyons à la démocratie, nous puissions accepter que les actions que nous faisons, que nos prises de parole soient prises en sandwich d'une certaine manière par les critiques et par le contre, tout ça. Tout ça, je trouve ça normal. Mais laissez-moi modestement vous donner mon analyse de ce que Kabila a dit. Si vous devez analyser ce que Kabila a dit, je vais vous lire certains extraits pour ceux qui n'ont pas lu les discours de Kabila ou l'interview de Kabila, mais je pense que vous pouvez aller vite le retrouver sur lalibrebelgique.be. Le discours est sur place là-bas. Il faut prendre les discours de Kabila sous forme des chapitres. J'allais parler de chapitres ou de points. Le premier élément qui m'intéresse, quand j'ai appris que Kabila a parlé, bien avant même d'aller lire la lecture, j'ai essayé de scruter et de définir, j'aimerais partager avec vous, les momentum et les lieux. Pourquoi Kabila parle maintenant et où Kabila parle-t-il? Parce qu'en réalité, les gens comme les Kabila, on peut les critiquer. On peut tout dire. Mais Kabila a la nature d'homme d'État. Il comprend la valeur des responsabilités qui pèsent sur ses épaules et c'est des hommes qui ne posent pas des actions au hasard.
Aujourd'hui, nous assistons à une gouvernance idiote de quelqu'un qui ne comprend même pas qu'il est président de la République, qui dit une chose le matin et son contraire le soir. Mais un type comme Kabila, quand il prend la parole, bien avant d'entrer en profondeur, il faut commencer à dégager certains éléments. Pourquoi Kabila parle-t-il maintenant et où Kabila parle-t-il? Il y a deux éléments importants. Kabila choisit de prendre la parole à Goma. Au moment où je parle, M. Kabila est à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, contrôlé par la FCM 23, dirigé par M. Corneille Nanga, Bissimo Makenga, etc. Le lieu où Kabila prend la parole est tellement symbolique. D'abord, si l'on doit scruter en profondeur avant que je n'entre sur ce qu'il dit, je reste d'abord dans la forme du lieu et du momentum, du moment choisi. Kabila veut passer un seul message. D'abord, le message de sa présence et du fait qu'il soit vivant. Cette prise de parole de Kabila intervient quelques jours après le bombardement des drones de sa résidence. Il vous souviendra ici, je suis largement revenu sur la question, que M. Tshisekedi a fait décoller les drones de Kisangani pour aller tuer Kabila. La cible principale de ces attaques était Joseph Kabila. Il y a eu 2 missiles qui ont été chargés. Je vous ai donné même les types de drones qui ont été utilisés ici. Le premier missile est tombé dans le lac Kivu. Le deuxième, au lieu de toucher la résidence de Kabila, le deuxième est allé toucher le partement luxueux où vivaient notamment les étrangers. Et c'est là que Mme Karine Bissé est décédée. Donc, visiblement, Kabila était la cible de cette attaque-là. Mais bien avant l'attaque, Tshisekedi et ses hommes, via leurs réseaux sociaux, via leurs laudateurs, ils ont déjà commencé à passer dans l'opinion une idée saugrenue. Ils nous disaient que Kabila est décédé. Kabila est décédé. Comme s'ils étaient en train de préparer l'opinion. Et d'emblée, au terme de cette campagne-là, prêchant la mort de Kabila, ils organisent une action, une attaque contre sa résidence. Que Kabila prenne la parole, je veux dire, au lendemain pratiquement de cette action, Kabila veut donner un signal fort. Je suis vivant, je suis à l'aise et je vous parle à partir des Goma. On sait que Kabila a des résidences. Il vit parfois en Afrique du Sud, parfois en Namibie, parfois. Mais qu'il choisisse, lui qui est taiseux, qui ne donne pratiquement pas d'interview, de parler à Goma, c'est un message fort. Je suis vivant, je suis inébranlable et je suis à Goma. Donc vous avez tenté de me tuer, je reste vivant au lieu où on a tenté de me tuer. C'est un message que l'on peut décoder comme étant un défi. C'est un message que l'on peut décoder comme une sorte de rigolade. Faites très attention. Ceux qui vont dans les critiques du genre, il a parlé, il a dit quoi? Il a parlé, c'était quoi l'opportunité? Pourquoi parlait-il à Goma? Pourquoi? Non. Kabila est un homme qui ne parle pas n'importe comment et quand il décide de parler, il faut étudier tous les éléments. Donc pour moi, il a d'abord voulu donner la preuve qu'il est vivant, qu'il est bel et bien vivant. Et la deuxième preuve, il a voulu ironiser sur l'attaque dont il a été victime. On a cherché à me tuer. Je vous dis, hé, monsieur, je suis là, vous ne m'avez pas eu. Encore à Goma, vivant. Et c'est le message que Kabila avait donné. Premier élément. Deuxième élément, je voudrais entrer en profondeur de ce que Kabila dit. En lisant cette interview de Kabila, 3-4 choses sautent aux yeux. Le premier, Kabila vante sa méthode. Je vais vous expliquer. D'abord, il commence par faire l'analyse de la situation. Il fait une autopsie de la situation dans le pays. Premier élément. Deuxième élément, Kabila vante sa méthode. Il compare la situation dans le pays et il démontre ce que lui a fait quand il s'est retrouvé pratiquement dans la même situation. Et troisième élément, Kabila propose des recettes. Il propose des recettes quand il parle notamment de neutraliser Tshisekedi, quand il parle notamment de l'article 64, etc. Allons sur le constat. Je vais retrouver l'article parce que je vous avais dit que je vais lire certains points qui, à mon sens, me paraissent importants.
Euh, voilà, je suis là. On lui pose la question. Euh, hmm, euh, voilà. Votre statut d'ancien président de la République est malmené. Votre immunité parlementaire a, a été levée. Vous avez même été condamné à mort par la justice congolaise pour votre rôle présumé. Comment envisagez-vous l'avenir dans ces conditions? Écoutez ce que Kabila dit. Il dit, je suis serein, très serein. Je constate que partout où je passe, les responsables de ces pays me voient comme l'ancien président Kabila. Mais pour moi, l'essentiel, c'est la situation que vivent aujourd'hui notre pays et sa population par rapport à ce qu'on avait légué à M. Félix Tshisekedi en 2019. Beaucoup évoquent la balkanisation. Moi, je parle de la soudanisation de la crise en République démocratique du Congo. Il y a des points communs entre ce que traverse notre pays et ce qui amène l'implosion du Soudan. Kabila insiste sur la soudanisation. Souligné, parce que j'ai vu que les gens commençaient à le critiquer avec ces concepts de la soudanisation. Et le journaliste le relance, il dit, vous pensez qu'il pourrait y avoir une scission du pays Est-Ouest? Il dit, je ne pense pas, mais il faut bien reconnaître que les ingrédients sont en place. Et si on ne gère pas bien la crise, on risque d'avoir des situations qui sont tout à fait incontrôlables. Gérer la crise, ça veut dire quoi? Cela veut dire avoir une bonne lecture de la situation, identifier les problèmes et par la suite, identifier les pistes et les solutions. C'est ce qu'on avait fait en 2001, il y a 25 ans. On s'était dit qu'il n'y avait pas 10 000 pistes et des solutions. Soit on continuait la guerre, soit on faisait la paix. On était peut-être très jeunes, mais je pense qu'on était plus sages que la plupart des vieux d'aujourd'hui. On a levé le